14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. La liberté, je l'aurai le jour où j'aurai mon non-lieu, où j'aurai mon honneur qui sera lavé. Parce que là, on m'a sali. Il m'a sali alors que j'ai pas à me reprocher ce truc abominable qu'on veut essayer de me mettre sur le dos. Bonjour, un mensonge peut-il faire de vous un meurtrier? Oui, pour les enquêteurs, oui, pour le juge d'instruction. Un mensonge qui va envoyer un homme derrière les barreaux pendant 2 ans, bouleverser son existence et le plonger dans un cauchemar qui ne va jamais cesser. Cette affaire, c'est le meurtre de Éric Callers, tranquille père de famille abattu devant chez lui à l'hiver 2001, dans un village du Pas-de-Calais. Le coupable désigné est alors son beau-frère, Jean-Michel Leblanc, mais dans cette histoire, la justice ne s'est-elle pas fiée trop vite aux seules apparences, en prenant pour argent comptant des témoignages sans valeur, au point de négliger d'autres pistes, un engrenage fatal qui va ainsi faire de Jean-Michel Leblanc un coupable sur mesure, même si le costume qu'on veut lui faire porter est bien trop grand pour lui. Pourquoi le dossier Callers s'est-il trompé d'homme? Qui a donc tué le discret Éric Callers? Des questions que nous poserons aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Et dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Éric Callers, ce père de famille n'a jamais fait parler de lui. Son nom va soudain apparaître à la rubrique des faits divers après sa mort brutale à l'hiver 2001. Ce vendredi 2 novembre 2001, un peu avant 21h30, Éric Callers rentre chez lui après sa journée de travail à la cristallerie d'Arc, où il est ouvrier ajusteur. Callers s'est fait déposer en voiture par un collègue devant sa maison de la rue de Lillers, à Bune, une commune de 1200 âmes proche de Béthune. Il fait nuit noire, mais l'homme remarque que sa voiture, une Renault 11 fatiguée, garée devant sa porte et qu'il vient de mettre en vente, a les pneus à plat. Au moins 2 sont crevés. Éric Callers pénètre dans sa maison, salue rapidement Cécile, son épouse, et leur fils Rémi, 11 ans. Il ressort aussitôt pour aller vérifier cette drôle d'histoire de pneus. Mais il tarde à revenir. À 21h37, Cécile se demande ce que fabrique Éric. Elle sort à son tour, aperçoit tout de suite son mari agonisant, allongé sur le dos. Il a déjà perdu beaucoup de sang. Les pompiers sont rapidement sur place, mais ils ne peuvent rien faire. Éric Callers, 39 ans, rend son dernier souffle, fauché par une balle reçue dans le dos. Les gendarmes arrivent. Leurs premières constatations sont pour le moins troublantes. Pas moins de 6 impacts de balles sont dénombrés, 4 dans les pneus crevés. Une balle perdue dans la voiture. Un tireur s'est amusé à faire un carton sur le véhicule, histoire peut-être d'attirer son propriétaire à l'extérieur afin de lui tirer dessus. Un coup pour le moins méticuleux puisque le meurtrier a pris soin de ramasser toutes les douilles. 5 jours après le crime, le légiste du centre hospitalier de Lens établit que Éric Callers a été tué par un seul projectile. Celui-ci a pénétré dans son dos au niveau d'une vertèbre et a sectionné l'aorte. Une hémorragie massive a suivi, la mort a été rapide. La munition utilisée est du 22 long rifle. Les enquêteurs sont pour le moins perdus. La victime est un homme qui ne parlait certes pas beaucoup, mais qui était apprécié de tous. À la cristallerie, ses amis de travail louent la droiture d'un ouvrier toujours prêt à rendre service. Le collègue, qui avait l'habitude de le déposer devant chez lui, Bruno Havet, décrit Callers comme un type bien, un garçon agréable. Son épouse Cécile, vendeuse dans une grande surface de Béthune, ne lui connaît pas d'ennemis. Éric n'avait, dit-elle, qu'une passion, le jardinage. L'autopsie livre toutefois un élément inattendu. Les analyses toxicologiques décèlent dans l'organisme de la victime des traces d'anxiolytiques. Une surprise, personne ne savait que Callers suivait un tel traitement, destiné à soigner une dépression. Étonnant, car de toute évidence, rien ne cloche dans sa vie. Au fil des semaines, les enquêteurs mettent inévitablement au jour de petits secrets dans la famille Callers. L'épouse admet ainsi qu'elle a eu une courte liaison avec un boucher de Bourrec, une ville voisine. Cet homme, connu pour son fort caractère et peut-être même ses accès de violence, est entendu. Il a un solide alibi, il n'est pas mêlé au meurtre. Lors des investigations, il apparaît encore que quelques semaines avant sa mort, Éric Callers a souscrit une assurance vie au bénéfice de son épouse et de son fils. Il n'était ni menacé ni malade.
Il aurait pris cette décision à la suite d'un accident domestique qui avait failli entraîner un incendie dans la maison. Là encore, les proches n'étaient apparemment pas au courant de cette assurance vie. L'enquête dans le quartier ne livre aucune piste intéressante. Les gendarmes se penchent sur l'hypothèse d'une éventuelle méprise. L'un des proches voisins des Callers, c'est un policier qui a eu maille à partir avec des dealers de drogue. Ces individus violents auraient-ils pris Callers pour le policier ? Les deux hommes ne se ressemblent pas du tout. Cette éventualité est écartée. Voilà donc pour ces pistes qui tombent les unes après les autres. On va voir ce que les gendarmes vont vite exclusivement se focaliser sur l'arme du crime, un 22 long rifle. Bonjour Arnaud Ardouin. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, écrivain. À l'époque, vous étiez journaliste à Lille et vous avez couvert une grande partie de cette histoire. Juste déjà une question, à quoi ressemble ce lieu où le lieu du crime, si je puis dire, cette petite bourgade proche de Béthune? C'est un hameau, Bune, un petit centre-ville, et là où habite la famille Callers-Leblanc, c'est une sorte de famille huis clos. C'est une rue avec des pavillons alignés les uns à côté des autres, avec des petits jardins derrière, des jardinets, au milieu de champs de betteraves. C'est à la fois triste, c'est très vide, on s'y sent un peu seul dans ce petit hameau, et c'est effectivement les familles habitent les unes à côté des autres. Alors cette famille Callers, elle n'a jamais fait parler d'elle, hein? Non, c'est une famille. Des ouvriers. C'est des ouvriers, c'est des gens qui aiment faire une petite balade en vélo le dimanche, retourner le jardin lorsqu'il faut planter quelques salades et quelques haricots verts. C'est un homme taiseux. C'est à l'image de cette terre, en fait, extrêmement taiseuse, silencieuse. On ne parle pas beaucoup, forme de huis clos. C'est la sensation que j'ai, en tout cas, en allant sur place la première fois. Et c'est difficile pour les enquêteurs, je suppose, parce qu'ils ne trouvent rien. Il n'y a pas de piste précise qui semble se dessiner. Ils vont même mettre en place, je crois, une cellule d'investigation, la cellule Eric, qui va travailler sur ce cas. La fameuse cellule Eric avec le capitaine Flao, qui va piloter cet homme, jouera un rôle très important. Au départ, ce qui se passe, c'est qu'ils sont perdus. Donc en fait, ils font de l'investigation en ratissant le voisinage, en se baladant dans les rues, en créant finalement une atmosphère un peu de tension, qui inquiète d'ailleurs, parce que, encore une fois, je vous le dis, c'est un huis clos. Callers habite au bout de la rue, les Leblanc de l'autre côté, la famille Callers, tout le monde vit les uns sur les autres, donc tout le monde derrière le rideau voit passer des gendarmes, des camionnettes, on regarde, on ralentit. Ça crée une atmosphère très pesante au début de l'enquête, pilotée par le capitaine Flao. C'est ça. Et donc là, il n'y a pas de piste précise qui se dessine. Encore une fois, vous l'avez dit, des ouvriers une famille d'ouvriers tout à fait respectable. Il n'y a pas eu de menace. Aucune menace à ma connaissance, aucune menace sur Eric, qui est objectivement, lorsque vous voyez cet homme que j'ai découvert en photo, homme sans histoire, très calme, peut-être même très effacé, in fine, très effacé, exprimant très peu ses sentiments. Bonjour Maître Califano. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être vous aussi invité de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de Jean-Michel Leblanc. On va parler bien sûr avec Jean-Michel Leblanc et de Jean-Michel Leblanc dans le chapitre qui suit. Pour l'instant, il n'apparaît pas encore dans ce paysage. Je posais la question à Arnaud Ardouin sur cette famille Callers. Les Callers et les Leblanc, ce sont des familles, maître, vous confirmez, qui s'entendent parfaitement bien. Oui, tout à fait, oui. On sont, comme le disait Arnaud Ardouin à l'instant, s'agissant des Callers, des gens tout à fait, entre guillemets, ordinaires. Ouvriers pour lui, employés libre au service pour elle. Du côté Leblanc, c'est à peu près le même genre de famille assez simple, un couple uni, travaillant tous deux, 3 enfants, voilà, des gens qui sont tout à fait sans histoire dans un village qui a priori est également sans histoire. Et Maître Califano, complétez un petit peu ce que vous dites, c'est que ce sont 2 familles qui ont de bons rapports. Il n'y a jamais eu de problème entre les Leblanc et les Callers. Absolument aucun, même si par la suite, et sans vouloir
développé, on a essayé de créer une forme d'animosité entre Éric Callers et Jean-Michel Leblanc notamment. Ce sont plutôt c'est plutôt une famille unie, des gens qui s'entendent très bien, qui ont passé un dîner quelques jours auparavant, je pense même que ça devait être le 31 octobre 2001, en famille tous ensemble. Quelques semaines plus tôt, Jean-Michel Leblanc était son beau-frère Éric Callers confronté à un problème de feu dans sa cuisine. Bref, à faire quelques travaux de réhabilitation de cet espace. Non, ce sont des gens qui s'entendent a priori plutôt bien, oui. Les gendarmes vont se concentrer sur la fameuse carabine 22 long rifle qui a servi à tuer l'arme du crime. Ils vont être certains de l'avoir trouvée tout près de la maison des Callers, chez les Leblanc, des parents proches. Les enquêteurs font du porte-à-porte et interrogent les armuriers du coin à la recherche de toutes les carabines 22 long rifles. En priorité, les armes automatiques ou semi-automatiques munies d'un silencieux. Aucune détonation n'a effectivement été entendue le soir du meurtre. C'est l'une de ces armes qui a fatalement servi à tuer Éric Callers. Les vérifications sont fastidieuses. Dès le 3 novembre 2001, soit au lendemain du drame, toute la famille est entendue. À tous et toutes, les enquêteurs ont demandé s'ils avaient une arme. Jean-Michel Leblanc, beau-frère par alliance de la victime, n'a pas échappé à cette question simple. Il a spontanément répondu qu'il ne possédait ni carabine, ni fusil, ni revolver, ni pistolet. « Je n'en ai jamais eu », précise-t-il alors. 3 mois plus tard, des voisins des Leblanc affirment pourtant avoir vu le fils de la famille tirer avec une carabine qui pourrait être une 22 long rifle. Le beau-frère, son épouse et leurs 3 enfants habitent eux aussi à Bune, à 800 mètres à peine de chez les Callers. Le 15 février 2002, les époux Leblanc sont placés séparément en garde à vue. Françoise reconnaît que son mari a bien une arme. On l'avait achetée il y a plus de 20 ans pour faire des cartons dans le jardin. Jean-Michel n'en a pas parlé car elle n'était pas déclarée. Il ne voulait pas d'ennui. Jean-Michel Leblanc confirme avoir maladroitement menti pour éviter tout problème. L'arme est au grenier. Le 16 février, elle est examinée par un expert en balistique. Il est permis de conclure qu'il s'agit de l'arme du crime, conclut l'expert. Le 17 février, Jean-Michel Leblanc est mis en examen pour meurtre avec préméditation. Dans l'attente d'une contre-expertise, il est placé en détention provisoire à la prison de Béthune. Les enquêteurs sont persuadés de tenir le meurtrier de Éric Callers, même si ses proches, ses amis, ses collègues de l'entreprise d'intérim dans laquelle il travaille ne croient pas une minute que Jean-Michel ait pu tuer quelqu'un. Son épouse raconte que le soir du drame, elle est rentrée à la maison vers 21h40. Elle est passée en voiture devant le domicile de son frère Éric. Elle a noté qu'il y avait de l'agitation sans se douter de la tragédie qui venait de se jouer. Chez elle, elle dit avoir trouvé son mari, Jean-Michel, en pyjama, affalé sur le canapé en train de regarder la télé. L'un des fils jouait dans une pièce voisine à la PlayStation avec un de ses amis. Leur fille était à l'étage dans sa chambre. Françoise Leblanc a alors téléphoné chez son frère et a appris sa mort. Pressée de questions, l'épouse indique que Jean-Michel ne s'est pas rendu le soir du drame chez son beau-frère. Sur le buffet du salon, il a retourné une photo de Éric Callers comme s'il ne voulait plus voir ce visage. Pensent alors les gendarmes. Le lendemain du meurtre, un samedi, Jean-Michel Leblanc l'a passé dans son jardin à bêcher. Une attitude étrange, estiment encore les enquêteurs. Reste le mobile qui aurait poussé Jean-Michel Leblanc à abattre son beau-frère. Le bruit va courir d'une dispute entre les 2 hommes à propos d'un sombre héritage, à savoir une pâture appartenant aux parents agriculteurs de la victime, des parents qui ne sont pas décédés et qui réfutent ces affabulations. Ils écrivent même au juge d'instruction de Béthune, Jérôme Desroulès, pour démentir une telle histoire. Le 22 juillet 2002, et alors que le beau-frère est en prison depuis 5 mois, la contre-expertise tombe, document détaillé de 100 pages, l'expert est formel, la balle perdue retrouvée dans la voiture de la victime n'a pas été tirée par la 22 long rifle retrouvée au grenier. Jean-Michel Leblanc respire, innocenté, certain de quitter la prison. Ses avocats sont satisfaits, mais contre toute attente, le juge demande le maintien en détention. Selon lui, une 3e expertise est nécessaire. Et Jean-Michel Leblanc, bonjour. Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne dans l'heure du crime. Aujourd'hui, vous êtes donc, je viens de le dire, le beau-frère d'Éric Callers. Et c'est le début, j'ai envie de dire, d'un long calvaire pour vous qui va durer au moins 2 ans en prison. On va y venir. J'ai une première question, Jean-Michel Leblanc. Pourquoi mentir finalement lorsque vous dites « je n'ai pas d'arme » et qu'on trouve cette carabine dans votre grenier? Pourquoi avoir fait ce mensonge un peu puéril, un peu enfantin? J'ai pas de réponse à vous faire. J'ai eu peur je sais pas. C'était une arme qui était dans le garage, qui n'en a jamais sorti, sauf peut-être quand le fiston a tiré quelques coups avec son copain. C'est tout. C'est tout. Par peur d'avoir finalement à rendre des comptes ou bien de pas avoir déclaré cette arme, tout simplement. Tout à fait. Et là, ça va très vite. Vous vous retrouvez en prison. Je suppose que c'est plus qu'une surprise, c'est de la stupéfaction. Une surprise était vraiment un mot pas suffisant. C'est une horreur sans nom. Et vous êtes totalement abasourdi par ce qui se passe, vous ne maîtrisez rien finalement. Exactement. Maître Califano, vous êtes l'avocat de Jean-Michel Leblanc, on l'entend, cette surprise, qu'est-ce qui justifie finalement le fait qu'on le maintienne en prison? Il y a cette contre-expertise, mais enfin, qui a donné des fruits. Pourquoi attendre une 3e expertise pour savoir? Parce que on va dire le juge d'instruction, un peu conforté dans son point de vue et même aiguillé dans son point de vue par le chef d'enquête, le lieutenant Flao, il s'est embarqué, si vous voulez, dans une thèse qui était dominé par le fait qu'on était persuadé d'avoir l'arme du crime. À partir du moment où on était persuadé d'avoir l'arme du crime et le propriétaire de la carabine ayant menti sur la possession de l'arme, on se dit l'affaire est pliée. C'est ça. Ouais. On a le sentiment que ça y est, c'est bouclé. Ouais. Voilà. Et donc, d'ailleurs, contrairement à ce qui était indiqué tout à l'heure, la contre-expertise, elle va venir du fait que je l'ai sollicité, parce qu'au départ, le juge d'instruction n'a pas pensé spontanément à faire une contre-expertise de l'arme de l'arme à feu. Et c'est notamment parce que je me suis aperçu que le premier expert n'était pas un expert en balistique, c'est un médecin légiste qui avait un diplôme en balistique lésionnelle, ce qui n'est pas du tout la même chose, qui avait expertisé l'arme, que j'ai pensé, et compte tenu des dénégations extrêmement fermes de Jean-Michel Leblanc à propos de cette arme à feu, qu'il était nécessaire qu'une contre-expertise intervienne. Comme le juge d'instruction l'a autorisé, bien évidemment. Les conclusions de cette 2e expertise sont formellement contraires à celles du premier expert. En gros, le juge d'instruction va jusqu'au bout de sa démarche et finalement oui. Il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. C'est ça. Voilà, on va essayer de trancher, d'en avoir le cœur net, quitte à faire une 3e expertise et quitte à laisser d'ailleurs quelqu'un en prison. Arnaud Ardouin, c'est très étonnant là, c'est ce qui se passe à ce moment-là de l'histoire. À l'issue de ma rencontre avec Jean-Michel Leblanc, en tout cas son comité de soutien, j'ai fait une enquête avec ma caméra et je suis allé voir ce médecin. Et j'ai été le médecin légiste, le médecin légiste ayant un agrément en balistique. Et donc, avec une technique d'investigation en caméra cachée, je l'ai fait parler. Et ce jour-là, me dit-il, sa machine était en panne. Donc il utilise le jour de l'expertise. Le jour de l'expertise, puisque vous savez comment ça marche. Les juges mettent la pression pour avoir une expertise très rapide. Et il me dit, ma machine était en panne. Je vois son espèce de cagibi où il faisait ses expertises à côté de son cabinet médical. Et je lui dis, c'est là où vous faites les... Oui, c'est là. Mais elle était en panne. Ouais. Mais je lui dis, comment vous faites? Des vieilles techniques avec des oreillers, des trucs. Enfin, c'était du bricolage. De l'artisanat, quoi. Bien sûr. Jean-Michel Leblanc, vous êtes le beau-frère d'Éric Callers, et à ce moment-là, vous êtes, en prison, et vous restez en prison. Est-ce que vous sentez autour de vous que les regards changent sur votre personne? Après tout, il n'y a peut-être pas de fumée sans feu, c'est ce que disent les gens. Non, parce que en prison, il faut y être passé pour le savoir. Tout reste confiné. Et votre famille autour de vous soutient? Oui, tout à fait. Ma femme et les enfants venaient me voir régulièrement. Et ça, c'est important pour vous à ce moment-là Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Parce que là, vous êtes dans une espèce d'étau qui se referme et c'est compliqué pour vous, je suppose. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Parce que vous n'avez pas beaucoup d'arguments
Pour convaincre, je veux dire, hein, si ce n'est si ce n'est clamer votre innocence en permanence, c'est ça? Ce que je n'ai jamais arrêté de faire. Vous avez le sentiment que le juge s'acharne sur vous? Parlons clairement. J'ai pas dit le juge, je dirais Monsieur Flao. Le juge, selon vous, il fait son boulot? Oui, il faisait son boulot, mais sans plus, quoi. On n'a jamais cherché ailleurs ou d'autres comment je vais dire ça, ou d'autres motifs. D'autres pistes. Non, c'est lui, point. C'est ça. Donc c'est Jean-Michel Leblanc qui est exactement l'homme qui a tiré, et il ne sert à rien d'aller chercher ailleurs. Voilà, on n'a même pas cherché quel était le motif. Plus les jours de détention défilent, plus le cas de Jean-Michel Leblanc devient un cas d'école. La mobilisation pour dénoncer une détention abusive ne faiblit pas, mais les enquêteurs ne semblent rien vouloir entendre. Jean-Michel Leblanc, incarcéré à la prison de Béthune, répète en boucle les mêmes paroles aux enquêteurs. Il se présente comme un fervent catholique et farouchement opposé à tout acte de violence. « Je n'envisage même pas en pensée de pouvoir tirer sur quelqu'un », déclare-t-il un jour au magistrat instructeur. La contre-expertise balistique avait indiqué que l'arme retrouvée chez lui n'était pas celle du crime. Une troisième expertise confirme ses conclusions en sa faveur. Et pourtant, Leblanc reste incarcéré. La raison ? L'apparition d'une deuxième arme. Des fragments de cette nouvelle carabine ont été retrouvés dans la poubelle de l'atelier du suspect. Il s'agit d'une 22 long rifle qui a été volontairement détruite. Ici aussi, Jean-Michel Leblanc reconnaît qu'il a menti. Il y a une douzaine d'années, lors d'un déménagement, il a volontairement oublié de rendre cette carabine à un ami gendarme. Il a voulu s'en débarrasser de peur qu'on la retrouve avec toute cette affaire. Là aussi, il ne l'avait pas déclaré. Le 11 septembre 2003, l'ami gendarme Régis Dumont est interrogé. Il affirme que cette carabine n'est pas l'arme fatale. Selon lui, la culasse ne pouvait pas contenir des balles de 22. Les enquêteurs tiquent, d'autant plus que l'ex-gendarme Dumont fait partie du comité de soutien à Leblanc. L'affaire de la deuxième arme suffit à déclencher une guerre entre avocats. Maître Alexandre Brunet, avocat de Cécile Callers, épouse de la victime, indique « Jean-Michel Leblanc a réussi le crime presque parfait. La destruction des armes relève chez lui d'une stratégie. Il a appâté les enquêteurs avec la première carabine, en sachant que les experts montreraient qu'elle n'était pas l'arme du crime. » Pour le suspect, maître Martine Malembaum affirme « Un meurtrier ne laisse pas les morceaux de l'arme du crime dans sa poubelle, il s'en débarrasse. » Et Jean-Michel Leblanc, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, beau-frère d'Éric Callers. Alors il y a cette satanée deuxième carabine qui apparaît dans le décor. Je vais vous reposer la même question que la première fois. Pourquoi finalement avoir occulté cette arme? Pourquoi l'avoir détruite? Parce qu'elle ne m'appartenait pas, tout simplement. Mais pourquoi l'avoir détruite à ce moment-là? Vous aviez peur que à nouveau on retrouve une arme qui n'était pas déclarée, c'est ça? Exactement. Arnaud Ardouin, journaliste, et vous avez traité cette affaire. On entend ce que dit Jean-Michel Leblanc. Il est évidemment désarçonné, désemparé à cette époque. Il continue à clamer son innocence. Mais cette deuxième carabine qui a été détruite, on ne retrouve pas le canon, je crois. On ne retrouve pas la culasse, etc. Ça donne du grain à moudre à l'accusation, ça. Oui, enfin, au même titre que l'expertise faite par ce médecin légiste a été bâclée, j'ai retrouvé le fameux gendarme qui, en août 2003, en pleine canicule, me dit, oui, effectivement, lors d'un déménagement, j'ai laissé cette arme sans valeur, Jean-Michel l'a gardée, et ce gendarme, homme assermenté, certes en arrêt maladie longue durée, mais gendarme, me dit, mais c'est une arme qui ne pouvait accueillir que des bosquettes, c'est-à-dire des toutes petites balles, des petites munitions. Petites munitions qui n'ont rien à voir avec le calibre qui a tué Éric Callers. Sauf que je l'ai dit, ce gendarme, il fait partie du comité de soutien aussi. Il est par ailleurs évidemment partie prenante puisqu'il soutient son ami, ce n'est pas contestable, mais néanmoins factuellement, sur le plan purement balistique, le calibre n'est pas le même. Donc effectivement, on se dit, pourquoi l'avoir détruit? Qu'est-ce qui s'est passé? Néanmoins, moi, factuellement, quand j'enquête, je découvre que c'est pas possible. Cette arme ne correspond pas. C'est juste factuel. Je veux dire, il n'y a pas de machiavélisme. Ça ne marche pas. Donc, Jean-Michel, dans un moment de panique... et de maladresse. Détruit ça, met ça dans la poubelle. Et ça lui est fatal, puisqu'à ce moment-là, il ne peut plus s'en sortir. Enfin, je veux dire, il est pris au piège.
Maître Mario Califano, on vous retrouve en ligne dans l'heure du crime. Quelles sont les autres pistes qui auraient été occultées à ce moment-là ? Oh, il y en a un certain nombre. Celle qui vous paraît la plus significative qui n'aurait pas été creusée, c'est peut-être celle de l'amant, non ? Enfin, écoutez, notamment, moi, je ne suis pas là pour accuser quiconque, je suis là pour défendre quelqu'un. Donc, mais c'est vrai qu'à partir du moment où les causes se referment sur Jean-Michel Leblanc, tout ce qui pourrait, constituer finalement un mobile plausible d'avoir assassiné Éric Keller, c'est laissé de côté. Donc, on ne peut pas, puisqu'on fait l'entourage familial, notamment de la victime, forcément, à un moment on songe aussi à son épouse, cette relation extra-conjugale qu'Éric Keller ignorait, je pense, peut-être s'en doutait-il, mais en tout cas, il semble que l'enquête ait démontré qu'il ignorait. Évidemment, l'assurance vie qu'il avait souscrite peu de temps avant son décès. Ça sont évidemment des pistes qui auraient dû être menées, examinées, alors ce qui n'a pas été le cas. Voilà. Il va falloir attendre 2 ans pour que Jean-Michel Leblanc puisse sortir de prison, sans, loin de là, en avoir fini avec une justice qui voit toujours en lui un menteur et sans doute un meurtrier. Ce 24 février 2004, Jean-Michel Leblanc quitte la prison de Béthune. Pendant ces 2 ans de détention, il a pu compter sur le soutien de la majeure partie de sa famille. Même les parents d'Éric Keller ont appuyé ses demandes de mise en liberté en se rendant au palais de justice. À Bune, une pétition a recueilli plus de 300 signatures. Un comité de soutien a aussi vu le jour au sein de la société Adéco, là où travaille Jean-Michel Leblanc. 20 000 € débloqués pour les frais de justice. La veuve de la victime, elle, ne se joint pas à ce mouvement de soutien. Cécile Callers semble convaincue de la culpabilité du beau-frère. Placé sous contrôle judiciaire et assigné en résidence en Savoie, Leblanc confie à La Voix du Nord « J'ai passé 743 jours en détention. J'ai eu des moments difficiles pendant les fêtes de fin d'année, des hallucinations, des envies de suicide. Je sais que je n'ai rien à me reprocher. » Presque 10 ans vont ainsi s'écouler sans que Jean-Michel Leblanc ne soit fixé sur son sort. Une épée de Damoclès judiciaire suspendue au-dessus de sa tête. Toujours mis en examen pour homicide et toujours susceptible d'être renvoyé du jour au lendemain devant une cour d'assises. Les Leblanc vont ainsi vendre leur maison de Bune et déménager dans la région de Bourg-en-Bresse. Un suspense quasi insoutenable pour cet homme qui souhaite que ce dossier se referme d'une façon ou d'une autre, quitte à comparaître devant des jurés d'assises. En 2011, la justice examine sans se presser une nouvelle carabine 22 long rifle remise aux gendarmes et sans lien aucun avec le suspect. 13 août 2013, un non-lieu est enfin prononcé au bénéfice de Jean-Michel Leblanc. Espoir rapidement balayé, l'avocat de la veuve d'Éric Callers et de son fils fait appel. Arnaud Ardouin, journaliste qui avait mené cette enquête au propre comme au figuré d'ailleurs, parce que lorsque Jean-Michel Leblanc sort de prison, vous avez mené une enquête assez détaillée sur le terrain. Racontez-nous. On a reconstitué avec Maître Malembaum, que vous avez cité tout à l'heure, l'une de ses avocates. Une des avocates. Maître Califano était aussi son avocat. Nous avons reconstitué minutieusement le déplacement de sa maison jusqu'à celle d'Éric Callers, à la même heure, nuit, dans les mêmes conditions, une carabine 22 long rifle, avec une vraie question qui d'ailleurs récupère les douilles, faut-il le préciser. Puis nous sommes installés de l'autre côté de la voiture, c'est-à-dire de l'autre côté de la route. Nous nous sommes allongés en étalant un drap pour récupérer les douilles et nous avons tiré les 8 coups. Puis nous avons remballé l'arme, plié le drap et nous sommes rentrés dans la maison de Jean-Michel Leblanc. Tout ça sur une route relativement passante, de nuit, avec des camions, des voitures. C'est pas isolé. C'est pas du tout isolé. C'est une route qui est un axe, en fait, qui relie Béthune à Bune, et Lillers. Donc c'est une route passante. Et tout cela, revenant en pyjama, puisque sa femme va le découvrir en pyjama, en train de regarder un documentaire qui, de mémoire, est à Lhassa. Ça ne tient pas. En moins de 10 minutes. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut tirer, il faut être un habile tireur, ce qui, en l'occurrence, n'est pas le cas de Jean-Michel. Tout ça ne tient pas. Et on retrouvera des pas derrière le petit bosquet où nous sommes, nous, allongés. Il y aura eu des traces de pas expertisées,
Donc c'est forcément quelqu'un qui s'est posté, qui a attendu, et tu as tout un débat sur est-ce qu'il tire d'abord sur la carrosserie ? Probablement que oui, pour attirer sa proie, puis tue sa proie. Voilà, mais ça ne tient pas pour Jean-Michel Leblanc. Mais alors, qu'est-ce qui fait dire Arnaud Ardouin à sa veuve, à son épouse, que finalement Jean-Michel Leblanc serait le coupable ? Qu'est-ce qui fait dire ? Elle a un avocat très pugnace qui, lui, est entré dans une thèse du machiavélisme de Jean-Michel Leblanc, que vous avez cité. Donc il construit son attaque sur l'idée que Jean-Michel a tout calculé. Factuellement, encore une fois, ça ne tient pas. Donc Cécile Callers, un peu naïve, est une femme assez taiseuse aussi, c'est une femme très discrète, qui, je pense, suit, je dirais, les recommandations de son conseil. Elle fait fausse route, clairement. Mais il y a cette assurance vie qui plane, puisqu'il y a quand même une somme d'argent suspendue à tout cela. Je n'accuse évidemment personne, mais l'assurance vie, ses amants, puisque vous l'avez évoqué, son amant, mais donc. Enfin, un amant, ça justifie pas non plus. Encore une fois, ça ne suffit. Mais elle avait quand même caché des choses, Cécile. Cécile cachait des choses, voilà. Mais comme je pense aussi, comme dans toutes les familles, il y a des secrets. Des secrets de famille. Et chaque fois, on cache sans doute quelque chose. Jean-Michel Leblanc, vous sortez à ce moment-là de prison après 2 ans de détention. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Est-ce que vous dites ça y est, cette fois, c'est fini le cauchemar ? À moitié parce que d'abord je peux pas rentrer chez moi, je peux pas voir encore ma femme et mes enfants. Bien sûr, une de mes sœurs qui m'a accueilli là-bas en Savoie, ça m'a fait beaucoup de bien parce que là j'étais vraiment au grand air, c'est le cas de le dire. Et en plus, rapidement après, chez l'entreprise pour qui je travaillais m'a repris. Et ça a été énorme comment je vais dire ça, pour de reprendre une activité normale et voilà. Mais vous êtes, encore une fois, vous êtes fébrile à ce moment-là. C'est-à-dire que vous sentez que c'est peut-être pas tout à fait terminé, cette histoire. Tout à fait. Jean-Michel Leblanc va finalement être renvoyé devant une cour d'assises, à moins que cette décision se perde, elle aussi, dans les méandres d'une procédure inextricable. Le 9 juin 2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai annule un 2e non-lieu rendu en faveur de Jean-Michel Leblanc et le renvoie devant les assises du Pas-de-Calais. Cette fois, un procès est en vue. On croit alors toucher à l'épilogue d'une trop longue affaire. 5 mois plus tard, énième coup de théâtre. La Cour de cassation invalide le renvoi aux assises. Le dossier va encore faire la navette de juge en juge pendant 2 ans. Le jeudi 15 novembre 2018, la Cour de cassation confirme définitivement le non-lieu accordé à Jean-Michel Leblanc, désormais âgé de 67 ans. Un homme qui aura passé 17 ans, dont 2 en détention, dans la peau d'un suspect. 17 ans de souffrance. Ma vie et celle de ma famille sont restées en suspens tout ce temps. Mes enfants ont grandi avec le poids de la culpabilité, confie alors l'ancien suspect au journal Le Parisien. L'affaire Callers n'a jamais été relancée, l'arme du crime, la fameuse 22 long rifle, n'a jamais refait surface. Aucun nouveau témoin ne s'est manifesté, aucun fait nouveau n'est apparu. La mort brutale d'Éric Callers reste à ce jour non élucidée. Arnaud Ardouin, journaliste qui avait mené une enquête sur cette affaire, je dis non élucidée, on n'a rien finalement, retour au point zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune explication qui est donnée à la mort d'Éric Callers. Oui, c'est sans cynisme aucun, c'est ce qui fait aussi tout le sel de cette histoire dramatique, puisque un homme, Jean-Michel Leblanc, a vécu 17 ans d'enfer, 2 ans d'enfermement, avec un magistrat tenace, c'est le moins qu'on puisse dire. Persuadé que le commandant, capitaine d'enquête, était sur la bonne piste, et qu'ils allaient enfin tenir des aveux qu'ils n'ont jamais eus. Jean-Michel Leblanc n'a jamais changé un seul mot. Il a toujours clamé l'innocence. Factuellement, ils se sont rendus compte qu'il était difficile qu'il ait pu faire ce chemin entre sa maison et la maison de son beau-frère. Donc une multitude de choses se sont empilées. Puis vous savez, quand vous êtes parti sur un mauvais chemin, et c'est aussi le propre de la justice, elle a parfois beaucoup de mal à faire machine arrière, beaucoup de mal à reconnaître son erreur. C'est une affaire qui, selon vous, donne le mauvais exemple, finalement ? C'est une affaire qui a été, je dirais, pour le dire vulgairement, un peu mal emmanchée.
puisque les pistes possibles, qui étaient l'évocation de cet inspecteur de police voisin de Callers, ou un jeune homme qui se trouvait à quelques kilomètres de là, délinquant, sur lesquels on aurait pu peut-être creuser, dont on retrouvera de mémoire des douilles, des balles de 22, forcément, une fois qu'on tient Jean-Michel Leblanc et qu'on pense qu'il va avouer, pourquoi aller ailleurs? Et donc ça l'enferme. Il y a aussi la piste, on l'a pas évoqué, mais la piste tout simplement de l'accident, entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un carton sur les voitures, etc., qui s'amuse vraiment à semer le désordre dans ce quartier et qui va tuer par mégarde, par accident, Éric Callers. C'est une piste possible. Une seule balle, on le rappelle. Une seule balle qui part du bas en haut, c'est important. Le tireur n'a pas tiré de haut en bas, mais plutôt allongé. Donc il était embusqué, c'est ça ? Embusqué, visiblement en contrebas dans le fossé, puisqu'il y avait un fossé. Oui, il peut y avoir ça. Il fait nuit, on est en hiver, il fait plutôt froid. Il faut vraiment être sacrément détraqué pour se mettre dans un fossé et tirer sur une carrosserie de voiture. Pourquoi pas ? Tout est possible puisqu'on est dans un flou total sur les motifs, et sur celui qui a commis ce crime. Jean-Michel Leblanc, encore une fois, merci d'être aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes le beau-frère d'Éric Callers et là, ça y est, l'affaire est terminée pour vous. Je le disais, 17 ans de tension et de suspense. Est-ce que vous pensez toujours à cette histoire ? Est-ce qu'elle continue à vous faire cauchemarder ? Je ne vais pas dire cauchemarder, mais y penser régulièrement. Et dans ces cas-là, vous pensez à quoi ? À n'importe quoi. En espérant qu'un jour, on sache qui est-ce qui a fait ça. Ça, vous continuez aujourd'hui à l'espérer ? Oui. Parce que vous pensez qu'il y a plein de pistes, comme on vient de le dire, avec Arnaud Ardouin et puis avec l'un de vos avocats, Mario Califano, plein de pistes qui n'ont pas été suivies. Certainement. Moi, Éric, c'était le beau-frère le mieux qu'on pouvait avoir. Vous aviez d'excellents rapports avec lui ? De très bons, ils n'ont jamais été aussi bons quand il a été tué. Et je vous pose la question à vous, alors comment expliquer que sa veuve, son épouse, soit si convaincue de votre culpabilité ? J'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Et ça vous désole encore aujourd'hui, cette situation ? C'est un gros mot de dire désolé, mais je l'ai toujours au fond de la tête, c'est sûr. Vous n'êtes pas retourné dans ce village, sur le lieu de ce crime, finalement ? Vous n'êtes plus retourné ? Oui, on y est retourné une fois ou deux depuis 20 ans. D'autant que mes beaux-parents sont décédés maintenant. Donc la ferme familiale, elle est là. Mais non, je me sens même plus le droit, ou je sais pas, de remonter encore là-haut, alors que tout le monde est là-haut. En un mot, Jean-Michel Leblanc, cette affaire, c'est quoi ? C'est un immense gâchis ? C'est le mot juste, oui. C'est un gâchis, une tragédie, c'est ça ? Il y a les deux. Merci beaucoup Jean-Michel Leblanc, Arnaud Ardouin et maître Mario Califano d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Barry Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.